Bonjour, aujourd'hui je vous propose un gros morceau. Aujourd'hui on va parler des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Donc j'aurais pu le découper en plusieurs maps, mais j'ai décidé de vous proposer ça en un plus gros morceau. Parce que comme on n'attend pas de nous qu'on soit non plus des spécialistes des ressources humaines, surtout dans le cadre d'un concours, j'ai décidé de faire une seule map afin d'aller au plus court, aller au plus direct dans chaque branche et de ne pas aller trop dans le détail non plus parce que, à part si vous postulez aux ressources humaines, parce que c'est possible la territoriale, vous choisissez votre domaine d'action. Mais à part dans ce cas précis, on n'attend pas de nous qu'on soit des super spécialistes. Donc voilà, le but c'est d'aller au plus direct et c'est ce que je vous propose dans cette map. Donc on va parler d'évolution des ressources humaines, on va parler de recrutement, on va parler d'évaluation, parce que ça c'est un terme très à la mode dans la fonction publique en général. On évalue tout, hein. On évalue là, c'est l'évaluation des agents, mais on évalue les politiques publiques. Enfin bref, l'évaluation c'est vraiment un mot à la mode. On va parler de formation aussi, on va parler de protection des agents et de dialogue social et puis d'autres choses aussi. Donc voilà, je vous propose d'aller sur la map tout de suite. Allez, on attaque tout de suite ce gros morceau, comme je disais dans l'introduction, qui est les ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Gros morceau parce que surtout je vous le présente en un seul bloc, mais c'est un choix délibéré, c'est ce que je vous disais dans l'intro, donc je me répète pas. Allez, on y va tout de suite. Donc en préambule, on va voir que dans les RH, enfin l'évolution des RH, alors d'abord, vous avez plusieurs composantes dans les RH. Pour avoir bien le schéma en tête, savoir de quoi on parle, même si on sait tous à peu près de quoi il s'agit. Donc, vous avez d'abord la gestion du personnel, donc du personnel qui est déjà en place, la gestion des emplois et des compétences. Vous avez la gestion et l'amélioration des conditions de travail, gestion des relations sociales, gestion et pilotage des rémunérations, et enfin gestion de la communication interne. Donc là, déjà, d'entrée de jeu, on voit que les compétences des RH sont très très larges, et du coup, ça nous montre aussi toute la difficulté de la tâche. Vous avez de multiples acteurs, ça je le développerai dans un autre point, et une tendance lourde, enfin des tendances lourdes de la gestion des ressources humaines. Pareil qu'il faut avoir à l'esprit quand on réfléchit sur les RH dans la fonction publique territoriale, c'est que c'est une fonction stratégique, puisqu'elle concerne tous les agents. Alors, dans cette même optique de partage de la fonction RH, c'est que voilà, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas les RH dans leur coin qui font des ressources humaines, c'est une affaire de tout le monde et de tous les managers dans tous les services. Une grosse tendance aussi, c'est l'informatisation, donc notamment pour tout ce qui est logiciel de paye, etc. Et puis la RSE, donc pour responsabilité sociale et environnementale. Voilà, donc ça c'est un petit peu le background, comme on dit chez les Américains. Avoir un petit peu une image comme ça en fond de ça, pour savoir de quoi on parle, hein, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est pour planter le décor. Ensuite, vous avez le recrutement et l'intégration des agents. Donc vous avez les conditions statutaires du recrutement, qui sont les suivantes. La nationalité. Alors, nationalité française, même si aujourd'hui c'est remis en question dans certains discours. Vous avez aussi la jouissance des droits civiques, l'histoire du casier judiciaire, donc qui n'est pas forcément vierge, contrairement à ce qu'on peut croire, mais quand même qui c'est fortement recommandé de l'avoir vierge. Après, il peut y avoir des petites exceptions. Il faut avoir une position régulière au regard du code du service national. Donc avant, je sais plus, j'ai plus l'année en tête, mais il faut avoir fait le service militaire. Et puis après cette année-là, la petite journée de formation suffit. Alors c'est pas formation, je sais plus le mot exact, mais la petite formation qu'on a tous fait, la petite journée ou deux là qu'on a fait dans une caserne. Et puis il faut aussi une aptitude physique à exercer en fait son poste. Ensuite, les modes de recrutement. Et bah tout simplement, c'est essentiellement le concours, c'est la règle de base pour devenir fonctionnaire. Et bien sûr, il existe des exceptions, vous en connaissez peut-être, mais la règle pour 90% du temps, c'est le concours. Et les étapes de recrutement, donc classiquement, c'est d'abord identifier le besoin. Donc ça, c'est le service et en accord avec le service ou la direction des ressources humaines qui identifie le besoin sur un poste, etc., que ce soit une création, une reprise, etc. C'est même sur un départ en retraite, par exemple, c'est peut-être le bon moment aussi d'identifier le besoin et l'évolution du poste.
Ensuite, vous avez la rédaction et la diffusion d'annonces pour trouver les candidats. Une sélection de ces candidats donc, qui auront écrit à la collectivité et puis pour les meilleurs, un entretien. Et enfin, la personne qui est recrutée, eh bien, il faut l'accueillir et l'accompagner. Donc pareil, il y a des règles à respecter. Ça se prépare tout simplement quand vous accueillez quelqu'un, que ce soit logistiquement au niveau du matériel, il y a des PC à changer, etc. Et puis même sur son accueil et sur ses missions, etc. Pour lui présenter tout ça, ça se prépare. Ensuite, quelque chose de très important, c'est l'évaluation dans les ressources humaines. Donc l'idée dans cette branche, c'est qu'on passe d'une idée de notation à une idée d'évaluation. Alors tout simplement ce changement de terme parce que jusqu'à il y a encore quelques années, on parlait de notation parce que les postes n'évoluaient pas beaucoup. On était sur quelque chose d'assez fixe, alors que depuis 10-15 ans, le monde évolue beaucoup, ça je vous apprends rien. Et que ce soit dans le privé ou dans le public, les postes évoluent beaucoup, c'est assez incertain. C'est-à-dire ce qui est vrai un jour ne l'est plus forcément le lendemain. Et donc dans l'évaluation des agents, il a fallu intégrer aussi cette notion de capacité à changer ses habitudes de travail, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui plutôt d'évaluation que de notation, ça a un côté un peu moins rigide. Vous avez des objectifs donc pour l'évaluation, des objectifs à la fois pour le collaborateur, pour le responsable et pour la collectivité. À la limite, objectif, c'est peut-être pas le bon terme, à la limite, on pourrait plutôt parler d'avantages. Donc les avantages pour le collaborateur qui se fait évaluer, on pourrait se dire comme ça qu'il n'a pas vraiment d'avantages lui, mais en fait si, puisque c'est l'occasion pour lui d'expliquer à son chef ce qui ne va pas, par exemple, sur son poste, ou au contraire ce qui va bien. C'est un moment d'échange, donc il peut en profiter pour évoquer ces sujets. Il peut en profiter aussi pour voir avec son chef son évolution de carrière personnelle, comment lui voit l'évolution alors à la fois de son poste et peut-être même de sa carrière tout simplement. Voilà, tout bêtement, il est catégorie B, peut-être qu'il envisage de passer les concours de catégorie A. Et bien le moment de l'évaluation, c'est un moment aussi d'échange sur son futur. Donc ça peut être très positif aussi pour le collaborateur, même s'il se fait évaluer. Pour le responsable, donc l'évaluateur, lui, c'est aussi un moment qui est bon parce que c'est un moment pour remotiver ses agents, ses collaborateurs, pour aussi faire passer donc les nouvelles missions pour l'année à venir qu'il souhaite voir pour son collaborateur. Voilà, donc c'est aussi le moment de faire passer un petit peu les messages. Et puis pour la collectivité, c'est bon aussi parce que ça fait évoluer les compétences de ses agents. Donc du coup, c'est tout bénef. On a une collectivité qui, j'allais dire qui garde le contrôle, c'est pas tout à fait ça, mais qui peut suivre l'évolution en fait de ses agents et puis de faire passer des messages aux évaluateurs pour la suite des événements. Après, l'entretien professionnel, cet entretien donc est très normé, c'est-à-dire qu'il y a un contexte législatif et réglementaire. Donc son déroulement, l'évaluateur ne fait pas ce qu'il veut, il est quand même assez cadré, parce qu'il y a des modalités d'évaluation derrière. Il y a toute une série de cadres, de règles. C'est pas comme ça au doigt mouillé, c'est très très cadré. Et puis dans l'évaluation aussi, il y a une démarche intégrée en fait qui s'appelle la GPEC, donc pour gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette GPEC, c'est très important et très très présent dans les RH. Pour vous expliquer la chose simplement, c'est la différence entre les besoins de la collectivité et ce qu'elle a à un instant T en termes d'emploi et de compétences. Donc pour illustrer, pour que ce soit plus compréhensible, vous avez par exemple une loi qui est votée, l'État transfère une nouvelle compétence à une région, par exemple, au hasard. Et bien du coup, l'anticipation par la GPEC, c'est de dire qu'il va y avoir des nouveaux besoins en emploi et en compétences, c'est-à-dire qu'il va falloir recruter des nouveaux agents
pour satisfaire ce transfert de compétences. Et puis, bah, il va falloir que ces agents soient compétents tout simplement, donc soit par la formation, soit par le recrutement directement. Voilà, donc la GPEC, c'est vraiment très important, faut bien avoir ça en tête quand on parle de RH. La formation, autre volet des RH, donc il y a deux typologies de formation. Les formations obligatoires d'un côté, donc les formations d'intégration par exemple, ça c'est quand un nouvel agent est titularisé, donc il y a des formations obligatoires, hein, donc c'est assez bateau, c'est sur l'environnement territorial, ça nous apprend vraiment à maîtriser notre environnement de travail, et des formations obligatoires aussi de professionnalisation, donc pour apprendre certaines compétences. Dans les formations facultatives, il y a des formations de perfectionnement, donc tout bêtement ça peut être des formations pour apprendre à maîtriser Excel par exemple, ou Word ou d'autres logiciels professionnels. Des formations existent aussi pour se préparer au concours. Donc là, je pense aux formations CNFPT par exemple, pour préparer son concours de A, B ou C. Et puis des formations plus personnelles qui peuvent être demandées par les agents. Pour la formation, plusieurs outils sont à la disposition des agents et des RH. Le livret de formation, le plan de formation et le DIF. Ensuite, plusieurs acteurs sont présents pour ce volet formation. Donc le CNFPT, j'en ai déjà parlé. C'est notamment lui qui gère les formations dispensées aux agents. Chaque collectivité cotise pour financer cet organisme. Et puis les collectivités elles-mêmes en fait, puisque par exemple sur les formations, le CNFPT en dispose effectivement, mais les collectivités elles-mêmes peuvent aussi former par exemple sur les concours. Les deux peuvent intervenir. Et les formations, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces formations restent au service du développement des compétences. Donc on va pas forcément vous former pour, je sais pas, si vous aimez pêcher, on va pas vous former sur la pêche. Voilà, ça reste au service du développement des compétences. Il faut bien que votre employeur y trouve un intérêt. Ensuite, la protection des agents. Donc ça c'est un volet un petit peu moins gai dans les RH, mais bon, on ne peut pas avoir que des choses sympas à gérer. Donc il y a des acteurs pour cette prévention des risques. Donc il y a les comités techniques, l'encadrement dans chaque service, les agents eux-mêmes, et puis les CHSCT, donc pour tout ce qui est hygiène, sécurité, et les médecins de prévention. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet qui disposent d'outils. Donc il y a le document unique qui est une obligation pour les collectivités. Et puis les EPI, donc pour équipement de protection. Donc ça c'est surtout pour les agents qui ont un travail physique et ou dangereux. Donc c'est des outils de protection, je sais pas, par exemple les agents qui sont sur la voirie, il faut qu'ils aient des gilets jaunes pour être bien vus des automobilistes. Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui sont normées pour éviter de prendre le moindre risque, même si des accidents évidemment surviennent de temps à autre. La protection fonctionnelle aussi. Alors la protection fonctionnelle, ça dépend des postes, c'est ce que j'ai écrit là en fonction des postes. En fait, c'est par exemple si vous êtes sur un métier où vous êtes en relation directe avec le public, vous recevez des administrés, eh bien il y a un risque d'être insulté, d'être menacé même physiquement, ça arrive, hein. Il y a des agents, vous savez, du CCAS qui, alors c'est pas pour stigmatiser, hein, parce que voilà, mais c'est une réalité quoi, hein. Les agents du CCAS, pour certains, ils peuvent se faire insulter, c'est pas évident pour eux. Donc la collectivité se doit de leur fournir une protection fonctionnelle, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis dernier volet qui est d'actualité, bon ça fait 10-15 ans qu'il est d'actualité, mais bon c'est peut-être de pire en pire, c'est les risques psychosociaux. Donc plusieurs catégories de risques psychosociaux, ceux liés aux exigences du travail et de l'organisation, donc la charge de travail, où vous avez un chef qui organise mal la répartition des postes. Management et relations de travail, donc là typiquement vous avez un chef en mode dictateur, c'est pas forcément cool à vivre. La prise en compte des valeurs et des attentes des salariés,
enfin, c'est tout simplement les types de tâches qu'on vous assigne vous plaisent pas du tout. Et puis des changements. Vous êtes sur un poste où, je sais pas, il y a une méthodologie de travail qui vous plaît bien, et d'un coup, un nouveau chef arrive et tout est changé et ça vous plaît pas. Donc tout ça, ça concourt au fait que les risques psychosociaux sont une réalité dans la territoriale. Alors, on n'est pas tous sous Prozac, hein, je vous rassure. Moi, par exemple, ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est une réalité qu'il faut connaître et qu'il ne faut pas négliger. Des modalités de prise en charge de ces risques donc, sont individuelles et collectives. Donc, individuel, c'est en gros quand l'agent va pas bien, hein, malheureusement, on réagit un peu trop tard. Et puis collectif, c'est tout le volet prévention. Donc, ça dépend des collectivités, mais en tout cas, dans la mienne, c'est très, très pris en compte. Et puis, on essaie de nous informer là-dessus pour éviter un maximum de tomber dans ce danger. Responsabilité et protection juridique. Euh, et puis rôle du cadre dans la prévention. Donc là, en fait, on est pour le rôle du cadre, par exemple. euh, comment dire, c'est pas les RH eux tout seuls dans leur coin qui doivent gérer les risques psychosociaux, c'est l'affaire de tout le monde et notamment de votre hiérarchie directe, hein. Votre N+1, il est directement concerné par la prévention. C'est à lui de se poser les bonnes questions dans ce qu'il vous donne comme tâche, dans la relation qu'il a avec vous, etc. C'est aussi à lui de détecter les risques psychosociaux. Voilà, vous avez aussi le dialogue social, qui est un volet des ressources humaines. Donc le principe, c'est la liberté syndicale. Tout le monde a le droit de se syndiquer, hein. Ça fait partie des droits des fonctionnaires. Donc le rôle des syndicats, tout bêtement, c'est de défendre les intérêts des employés, donc des fonctionnaires ici. Et puis ils ont des conditions matérielles d'exercice de ce droit. Donc tout simplement, les syndiqués ont le droit d'avoir des permanences pendant leur temps de travail pour assurer ce rôle de syndiqué et de syndicaliste, pardon. Et voilà, du coup, voilà. Le droit syndical est régi par une loi, qui est la loi du 5 juillet 2010. Je m'étends pas trop sur le syndicat parce que après trop d'informations tue l'information. Donc voilà, sachez juste ça. Après, si ça vous intéresse, si vous voulez creuser, n'hésitez pas à le faire de votre côté. Et donc l'optimisation des RH, il y a une trame de fond qui est la mutualisation des ressources humaines. Euh, notamment pour les petites collectivités où là le CDG peut avoir son rôle de mutualisation justement des RH parce qu'on n'a pas forcément un service des ressources humaines euh, dans une collectivité où il y a, je sais pas, 350 habitants. Donc, et puis derrière, en plus, il y a une incitation de l'État à travers sa dotation globale de fonctionnement pour une mutualisation des RH. Et puis, une autre optimisation des RH, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, mais je pense que là, c'est pas inutile de le répéter, c'est une réflexion sur les moyens permettant de réduire l'écart entre, d'un côté, les besoins de l'organisation, ou ses futurs besoins, et les ressources humaines disponibles à l'instant T. Donc, ça permet d'équilibrer les choses. Et enfin, la lutte contre les inégalités, qui est le dernier volet des ressources humaines. C'est comme le dessin, là on le voit, c'est la promotion de l'égalité homme-femme, qui est un sujet très très présent dans les RH. Et un autre sujet très important aussi, c'est les mesures en faveur des personnes handicapées. Donc avec la loi du 11 février 2005 qui fait foi. Voilà, deux sujets très très présents dans les RH. Il y a notamment une histoire de quota pour les personnes handicapées. Et voilà, du coup, c'est un sujet très présent dans les RH. Voilà pour un tour d'horizon que j'ai essayé de faire assez rapidement. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sujets, c'est très transversal et du coup la fonction RH est vraiment complexe, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire. C'est pas juste du recrutement, juste voilà, il y a quand même beaucoup de volets. Et puis avec cette idée de fond que les RH concernent tout le monde. C'est pas l'affaire du service RH ou de la direction RH, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et les RH sont là pour accompagner aussi le management dans les services opérationnels, hein, services économiques, services formation, services, je sais pas, sport, enfin voilà,
Donc il y a cette idée-là vraiment derrière qu'il faut aussi avoir quand on évoque les RH, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ces maps vous plaisent. À très bientôt!